Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation. Vous êtes un fan Disney et vous connaissez à peu près tout par cœur. Les anecdotes sur les films, les répliques de films, les histoires du film, bref, tout autour des films. Mais connaissez-vous ces anecdotes dont je vais vous parler, ces anecdotes qui sont un petit peu plus méconnues du grand public? Eh bien, nous allons voir ça tout de suite, c'est parti. Alors, je me suis demandé si je commençais cette vidéo comme si je tournais une vidéo comme ça, quoi, ou si j'étais honnête avec vous et si je vous disais que bah là il est actuellement 17h05 et que la vidéo devrait être en ligne depuis 5 minutes et que je suis juste en train de la tourner. Bah ouais, je me dis je vais vous le dire parce que parfois dans la vie on se sent un peu dépassé et on regarde les gens sur les réseaux, on se dit mais comment ils font? Ils ont une vie parfaite, moi j'y arrive pas, je suis dépassée. Bah écoutez, si vous êtes dépassé, bah sachez que vous n'êtes pas seul, voilà. Alors, en ce moment je cumule les problèmes, littéralement je pense qu'on peut dire les emmerdes. Donc voilà, si vous aussi vous êtes dans cette phase problème, voilà, vous êtes surmené, vous avez l'impression que vous n'arrivez à rien et vous faites tout dans le désordre comme vous le pouvez, bah vous n'êtes pas seul, voilà. Donc écoutez, je sais pas à quelle heure vous verrez cette vidéo le 17 puisque il est actuellement, maintenant on est en 17h06 le 17 décembre, mais bon, vous inquiétez pas, la vidéo sortira bien un jour, j'espère que vous la verrez, en tout cas, mais non, on est le 18, n'importe quoi, on est le lundi 18, voilà, bref. Donc je suis en train de tourner la vidéo et dès que j'aurai fini de la monter, elle sera en ligne, c'est merveilleux. Bref, revenons-en à nos moutons, ou plutôt à nos Disney. Je vais vous raconter des anecdotes qui se trouvent dans ce livre. C'est donc le livre Pop-Up, c'est le numéro 14 et c'est une édition spéciale pour les 100 ans de Disney. Et très franchement, eh ben, il y a des anecdotes dedans, des anecdotes de films, de réalisation, bref, plein de petites choses que j'ignorais complètement. Alors évidemment, hein, j'imagine qu'il y a encore, il y a plus pro Disney que moi, il y a encore plus fan peut-être, plus fan je sais pas, je pense qu'en fait il y a un seuil de fanitude d'animation et après bah, on est tous dedans, ceux qui sont très fans, mais je suis pas sûre qu'en fait il y en a qui sont vraiment plus fans que d'autres, arrivés à un stade où on est tous très fans. Bref, on voit que je suis fatiguée aujourd'hui. Donc ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo, je devais la préparer, et ben vous vous en doutez, étant donné que je la tourne plus qu'au dernier moment. Elle est pas préparée, mais j'ai déjà regardé, j'ai repéré des anecdotes qui me plaisent, donc je vais feuilleter et puis je voulais partager avec vous comme ça, comme si on était, vous voyez, hein, entre copines, on lit un livre ou entre copains, comme vous préférez. Bref, et on va faire ça. Alors, commençons eh bien avec Blanche-Neige, puisque bah, c'est le premier long métrage quand même des Walt Disney Animation Studios, et eh bien il y a quand même beaucoup d'anecdotes sur ce film et je vais en sélectionner bah, quelques-unes, celles qui me semblent les plus pertinentes. Le saviez-vous ou pas? Pour briefer ses animateurs, Walt Disney leur a lu le script en interprétant lui-même tous les personnages de Blanche-Neige. Oh, ça devait être quelque chose quand même, hein. 1h20 de film comme ça avec Walt Disney qui interprète tout, ça devrait être quand même grandiose. Ensuite, Blanche-Neige est un des rares personnages Disney à avoir son étoile sur Hollywood Boulevard. Et connaissez-vous les autres personnages qui partagent cette chance avec elle? Eh bien, il y a également Mickey Mouse, Donald Duck ou encore Winnie l'ourson. Franchement, je suis trop contente que Winnie l'ourson soit sur Hollywood Boulevard et je savais pas, je savais qu'il y avait Mickey, mais je savais pas qu'il y avait Donald et Winnie. Voilà, si vous le saviez, dites-le moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires petit à petit ce qui vous vient par la tête en fonction des anecdotes dont je parle. Et pour financer, ça je le savais, le dessin animé et les dépenses du budget, eh bien Walt Disney a dû hypothéquer sa maison. Vous vous rendez compte quand maintenant le Walt Disney Animation Studio, la Walt Disney Company plutôt, a racheté absolument tout, et quand on se rend compte que Walt Disney avait dû hypothéquer sa maison juste pour sortir le premier film, c'est incroyable quand même le parcours de cet homme. Passons ensuite à Bambi. Je vais essayer de faire les dessins animés, les films d'animation qui ont peut-être, enfin qui ont le plus de succès, mais également un petit peu ceux que je préfère, donc bah, j'espère qu'on a les mêmes, voilà, les mêmes films en préférence, comme ça bah, vous aurez des anecdotes sur vos films préférés. Et donc là on nous dit eh bien que la mort de la mère de Bambi aurait pu être encore plus traumatique que ce qu'elle a été. Voilà, elle a déjà traumatisé des millions d'enfants, et bien elle aurait pu en traumatiser encore d'autres, puisqu'en fait la scène à la base aurait dû être animée et non suggérée, c'est-à-dire que au lieu d'entendre un coup de feu et de voir le grand prince arriver et dire à Bambi ta mère ne pourra plus jamais être auprès de toi, et bien on aurait dû voir la mère de Bambi se faire plombée par les chasseurs, littéralement. Donc bah heureusement quand même que ça a été suggéré, parce que là, enfin, déjà que la mort de Mufasa c'est violent, là la mère de Bambi qui se prend une balle, je trouve quand même que ça aurait été un petit peu dur. Et il y a d'ailleurs Diana, enfin plutôt Diana, du coup la fille de Walt Disney, qui aurait imploré son père en fait de garder la mère de Bambi en vie, bah en vain malheureusement, puisque finalement elle n'a pas réussi à convaincre son père. Ensuite, lors de l'écriture de Qui veut la peau de Roger Rabbit, eh bien il fut un temps envisagé que le juge de mort soit le chasseur qui avait tué la maman de Bambi. Ça j'étais au courant, j'en avais déjà entendu parler et ça aurait été assez intéressant. Vous savez, on parle du Disneyverse, bah là ça aurait un petit peu, voilà, ça aurait pu s'entremêler en tout cas. Et ensuite, et ben alors ça je ne le savais absolument pas, un chasseur du Missouri, vous le savez moi je suis contre la chasse, je suis végétarienne, à grosse tendance vegan, donc je suis vraiment anti-chasse, voilà. Bref, après chacun pense ce qu'il veut, mais moi je suis vraiment
contre la chasse à 100%. Et donc là on nous dit qu'un chasseur du Missouri, David Berry Jr., il a été condamné pour avoir tué un cerf à 1 an de prison avec obligation de regarder Bambi au moins une fois par mois. Écoutez, c'est complètement improbable comme truc et honnêtement je trouve que c'est très bien finalement, hein, j'approuve, mais j'ignorais complètement quand même qu'un chasseur pu être emprisonné et en plus qui a été contraint et forcé de regarder Bambi. J'ai envie de vous dire, c'est quand même un des plus beaux films d'animation, donc au final je sais pas si c'est une réelle punition ou pas, mais pour un chasseur peut-être. Passons ensuite à Peter Pan où on nous dit eh bien que Walt était fan de Peter Pan parce que après avoir vu la scène de théâtre donc Peter Pan très jeune, il a également interprété le rôle de Peter Pan à l'école et donc il a toujours voulu en fait en faire un dessin animé, mais son frère Roy était contre, donc c'est peut-être ce qui a un peu ralenti le projet. Et on nous disait également que dans un premier script, eh bien Nana partait avec les enfants du pays imaginaire et qu'elle pourchassait régulièrement Clochette. Ça aurait pu être très sympa, finalement Nana est restée accrochée à sa niche. Et ensuite, eh bien, ils disent que comme la tradition de la pièce de théâtre, eh bien Crochet et George Darling, eh ben, donc le père de Wendy et le capitaine Crochet sont joués par le même acteur, ce qui est assez intéressant. Et donc eh bien c'est Hans Conried qui prête sa voix à ces deux personnages en VO, donc George et Crochet ont le même doubleur et ça je l'ignorais, vous voyez, j'apprends au fur et à mesure avec vous en découvrant ces anecdotes Disney. Passons au sang dalmatien et alors là si vous avez la réponse à cette question vous êtes très fort, vous méritez le titre là de fan ultime, personne ne saura vous détrôner. Combien de tâches en tout compte le film des 101 Dalmatiens sur les Dalmatiens? Je vous avouerai que je n'avais pas la réponse avant de l'avoir sous les yeux. Et donc, eh bien, le film compte 6 469 952 tâches de Dalmatiens. Et d'ailleurs, ils nous disent que si on veut recompter pour vérifier l'info, libre à nous de le faire. Si vous savez pas quoi faire, eh bien, pendant vos vacances de Noël, vous regardez les 101 Dalmatiens, vous mettez sur pause toutes les quarts de seconde et vous comptez toutes les tâches des chiots. Et sans oublier Pongo et Perdita. Ouais, c'est... Écoutez, je ne sais pas qui les a comptés, mais bravo à lui ou à elle. Bon, je pense que c'est les studios qui ont donné l'info, hein, soyons honnêtes. Ensuite, on nous dit que les Dalmatiens du dessin animé sont noirs et gris et non noirs et blancs, voilà. Le blanc aurait été trop lumineux et les chiots n'auraient pas été visibles dans les scènes de la neige, donc en fait ils sont gris. Bon, c'est subtil, mais vous saviez qu'ils étaient gris, vous? Moi, je ne le savais pas. J'avais toujours l'impression qu'ils étaient quand même blancs, alors peut-être plus gris, pas dans la neige, mais quand même un peu blanc. Et c'est vrai, écoutez, je viens de lire un truc et c'est vrai que c'est vrai, oui. Seuls 6 des 15 chiots de Perdita et Pongo ont 1 an, et c'est vrai qu'on les cite aussi toujours les mêmes, Rolly, Patch, Penny, Lucky, bref. Mais du coup, bah, c'est vrai qu'on cite toujours ces noms-là, que tout le monde connaît, enfin plus ou moins tous ceux qui aiment les Dalmatiens, quoi. Et on s'est jamais rendu compte, est-ce que vous étiez déjà rendu compte que les 15 n'avaient pas de nom? Après il y a eu dans d'autres dérivés, il y a eu Patch et il y a eu... non, Patch c'est dans le 2, il y a eu également après Domino et Prunelle dans les jeux, mais finalement dans le live, enfin dans le premier film dessin dalmatien sorti du coup en 61, eh bien il y avait que 6 noms sur les 15 chiots que comptent Pongo et Perdita. Petite info sur Mary Poppins, mais si vous voulez en apprendre davantage sur Mary Poppins, franchement moi je vous conseille de regarder le film Dans l'ombre de Marie avec Emma Thompson et Tom Hanks qui est incroyable, j'aime énormément ce film, donc clairement vous aurez davantage d'infos avec le film, mais là il y a une petite info que je trouve assez amusante. Ils ont conseillé en fait, la production a conseillé à Walt Disney de réduire la séquence en fait entrant dans la danse donc des Ramoneurs à seulement 2 minutes parce que la scène était trop longue et Walt Disney, eh bien pour les contredire, au lieu de la raccourcir, il a allongé à 14 minutes. Voilà, de 2 il est passé, enfin il était un petit peu plus de 2 minutes et finalement il a allongé jusqu'à 14 minutes et franchement j'adore cette scène, pour moi j'avais jamais eu l'impression qu'elle faisait 14 minutes en plus et je la trouve très très chouette, donc je suis contente qu'il l'ait gardée et même rallongée. Je ne pouvais pas faire les anecdotes des 100 ans de Disney sans vous parler de mon film d'enfance, celui donc des Aristochats. Et alors là, eh bien je crois que j'avais toutes les informations, je les connaissais déjà, mais écoutez, je vous les partage. On nous dit d'abord que Scat Cat, eh bien, aurait dû avoir la voix de Louis Armstrong, puisque le chat a été d'ailleurs dessiné en fait à partir de son physique, de son image, et malheureusement, eh bien, le musicien a été malade et il a laissé sa place à un autre, donc à Scatman Closer. C'est lui qui a remplacé du coup Louis Armstrong, mais Louis Armstrong devait à la base incarner Scat Cat. Ensuite, eh bien, Marie, Toulouse et Berlioz devaient à l'origine avoir, eh bien, un frère qui se nommait Waterloo, donc il devait être 4 chatons et non 3, mais les animateurs se sont dit que ça allait représenter beaucoup de travail et donc pour s'allonger, enfin non au contraire, pour raccourcir la charge de ce travail, bah ils se sont dit bah on enlève Waterloo, voilà, on garde que les autres, Waterloo, hop,
hop, bah il est parti. Et ensuite, eh bien, ça je le savais, les frères Sherman donc ont réussi à convaincre Maurice Chevalier eh bien d'interrompre sa retraite pour interpréter donc les chansons des Aristochats et particulièrement du coup la chanson du début qui se nomme Les Aristochats, voilà. Ça je savais qu'il avait arrêté sa retraite juste pour les Aristochats, c'est chouette quand même. Le prochain film, eh bien c'est celui de Taram et le chaudron magique. Il est tellement oublié ce film que quand je suis tombée là sur la page, vous voyez, je peux vous montrer d'ailleurs à quoi ressemblent à peu près les pages de ce livre. Vous voyez, quand je suis tombée du coup sur la page de Taram, j'ai eu envie eh bien, de vous lire ces petites anecdotes. Et alors pour Taram, eh bien c'est le tout premier film Disney qui n'a pas de chanson. C'est également le premier film Disney déconseillé aux moins de 13 ans et à raison quand même, il est un petit peu effrayant celui-là, même si je vous avouerai que de nos jours les enfants regardent vraiment des films terrifiants. Des enfants de moins de 13 ans regardent des films que moi-même à 24 ans je ne regarderai pas, donc je sais pas si Taram est toujours déconseillé aux moins de 13 ans. Néanmoins c'est un film qui est un peu effrayant par rapport aux précédents qui sont sortis. Et on nous dit qu'également c'est le premier dessin animé à avoir de l'image de synthèse. Et alors ça je vous avouerai que je l'ignorais complètement. J'ai pas fait attention, pour moi dans le film c'était vraiment que de la 2D. Et ensuite on nous dit également premier film à avoir un vrai générique de fin. Donc en fait finalement il a été un peu précurseur de pas mal de choses, Taram et le chaudron magique. Bon il est tombé à l'eau un peu dans les oubliettes, mais il avait quand même du potentiel. Tim Burton a également avoué pour ce film que sa vision était encore bien plus sombre en fait que celle du Taram que l'on connaît et qu'il aurait bien aimé un Seigneur des Ténèbres un petit peu inspiré du coup d'Alien. Je trouve quand même que le Seigneur des Ténèbres est suffisamment effrayant comme ça, s'ils avaient fait un mix d'Alien ça aurait été terrible. Et ensuite la dernière anecdote est celle de Ralph Bakshi qui a donc réalisé la version animée du Seigneur des Anneaux et il a pas voulu rejoindre le projet pour Taram et le chaudron magique parce qu'il trouvait que l'histoire était trop sombre pour un Disney. Je pensais pas du tout que, en fait, même que les animateurs et les réalisateurs trouvaient le film très sombre. Enfin, il est plus sombre que ceux qui sont sortis précédemment, mais c'est vrai que ça m'a pas choqué outre mesure, donc je suis assez surprise. Passons à la petite sirène, je ne pouvais pas l'oublier, et pourtant je pense que vous savez déjà à peu près tout ça. Est-ce que vous le saviez ça en revanche que la couleur bleu-vert de la nageoire d'Ariel a été spécialement composée pour Ariel. Voilà, elle a été faite par les équipes du dessin animé, cette couleur n'existait pas auparavant et cette couleur se nomme désormais la couleur Ariel. Voilà, écoutez ça, moi je l'ignorais. Et enfin, ça je pense que tout le monde le sait, mais on va le dire juste pour le plaisir, c'est Alan Menken qui a travaillé donc sur les musiques de La Petite Sirène et c'était sa première intervention chez Disney et il était persuadé que sa composition était tellement mauvaise qu'il allait être viré. Vous vous rendez compte, Alan Menken? Comme quoi, même les plus grands doutent d'eux. Parfois quand on doute de soi et qu'on se dit oh ce que je fais c'est mauvais, vous voyez Alan Menken il a douté de lui alors que franchement il n'avait aucune raison de douter, donc c'est une bonne morale, ça veut dire faites-vous confiance. La Belle et la Bête, bien sûr, mon film préféré, je ne pouvais pas passer à côté et ça je ne le savais pas, mais maintenant que je le lis je trouve que c'est assez évident. Savez-vous combien de minutes de La Belle et la Bête se passent sans musique? Eh bien très peu, puisqu'il y a 25 minutes de chansons et seulement 5 minutes de film sans musique, sans rien. Donc c'est extrêmement peu quand même, 5 minutes sur un film d'une heure, il dure combien? Il n'y a pas l'heure, je crois qu'il dure 1h30 à peu près. Donc c'est quand même très peu, juste 5 minutes. Et ensuite on nous dit, parce qu'il est dès le début envisagé de produire une version sur scène, eh bien une grande partie du casting est recrutée par les grands noms du musical de Broadway. Donc vous voyez, ce sont les plus grands qui ont participé. Et ça je savais même pas. Vous le saviez que dans la version chinoise c'est Jackie Chan qui double la bête et qui chante également. Moi j'adore Jackie Chan franchement, et d'ailleurs c'est lui qui a fait comme un homme dans Mulan, ce qui paraît plus évident, mais je savais pas que c'était lui qui incarnait également la bête dans la version chinoise. Et après on nous dit que si la chanson de La Belle et la Bête a remporté l'Oscar de la meilleure chanson originale, il y a également Belle et C'est la Fête qui ont été nominés, donc quand même que c'est très difficile de passer derrière La Belle et la Bête. Vous voulez encore du glauque? Nous ne sommes pas à Halloween, pourtant nous sommes à Noël, mais entre Taram et le chaudron magique et l'étrange Noël de Monsieur Jack, on peut parfois se poser des questions. Et donc il nous disait que ça, je savais pas non plus, que le premier teaser il était si inquiétant et si sombre en fait, il a plus, après avoir été lancé sous la bannière de Disney Pictures, il est en réalité passé sous celle de Touchstone Pictures parce que il trouvait que c'était beaucoup trop dark pour un Disney. Et finalement c'est une fois que le film a obtenu le succès escompté qu'il est revenu sous la bannière du coup de Disney Pictures. Comme quoi c'est complètement fou, parfois il y a des choses. Et ensuite on nous dit également que pour donner un look si étrange au personnage étrange de Noël de Monsieur Jack, les artistes au lieu de dessiner de leur main dominante quoi, c'est-à-dire par exemple si vous êtes droitier, dessinez de la main droite, ils ont décidé par exemple de la main gauche, ou inversement les gauchers ont dessiné de la main droite pour faire des tenues les plus originales et excentriques possibles. Je vous avouerai que c'est un exercice assez particulier quand même j'imagine
pour un dessinateur de dessiner avec l'autre main, mais ça a donné quand même quelque chose de très bien. Passons au Disney le plus populaire d'entre tous, je parle bien évidemment du Roi Lion, où on nous dit eh bien la scène de Mufasa était encore plus dure à l'origine. Je ne sais pas comment ça peut être encore plus dur à l'origine parce que je la trouve déjà très difficile. Une projection test devant un public d'enfants absolument inconsolable a incité les réalisateurs à alléger le caractère dramatique. Je sais pas du tout comment ils ont pu faire une scène encore plus atroce parce que franchement je la trouve vraiment dure, surtout pour des enfants. Donc écoutez, heureusement qu'ils ont allégé ça et heureusement qu'il y a eu un public test avant. Et ensuite c'est une petite anecdote, je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à connaître, moi-même je la connaissais. On nous dit que Simba, Sarabi, Rafiki et Pumba sont des mots en Swahili et bien sûr Simba veut dire lion, Sarabi veut dire mirage, Rafiki ami et Pumba insensé, ce qui est assez logique et qui correspond bien à leur caractère, même si en soi Simba, lion, ils ne se sont pas foulés. Revenons en France avec le bossu de Notre-Dame et je l'ignorais mais près de 10 minutes du film ont été créés dans les studios qui à l'époque étaient en France. Il y avait des studios français que Disney avait à Montreuil et donc voilà, il y a 10 minutes du bossu de Notre-Dame qui ont vraiment été réalisés en France, donc écoutez, c'est plutôt sympa à apprendre je trouve. Et ensuite on nous dit que le film a nécessité quand même 620 artistes, l'utilisation de 72 000 crayons, c'est énorme, 1 million de feuilles de papier ainsi que 1,2 million d'heures de travail, c'est colossal, c'est énorme. Et également le petit personnage caché dans les rues de Paris, on peut apercevoir un moment belle donc de La Belle et la Bête avec un livre à la main. Alors là je viens de tomber sur un film que j'aime beaucoup et qui est complètement oublié de tout le monde, je parle de Dinosaures. Il y en a certains qui vont même se dire mais c'est quoi Dinosaures? Peut-être mais Dinosaures c'est un très bon film qui a fait un vrai flop, mais c'est un très bon film quand même à mon sens. Et donc on nous dit que c'est le film le plus coûteux de l'année 2000 et on se dit mais comment ça a pu faire un flop avec autant d'argent mis dedans? Ah bon, c'est un mystère. Et on nous dit ensuite que c'est le 4e film d'animation Disney à ne pas faire figurer d'humains dedans, le premier ayant été Bambi, puis ensuite Robin des Bois et enfin Le Roi Lion. Et oui, c'est vrai qu'il y a peu de films en fait qui ne comportent absolument pas d'humains et Dinosaures est donc le 4e. Passons à présent à Atlantide, toujours un film qui n'est pas très populaire mais que personnellement j'adore. Et là on nous dit qu'au début il y a 35 000 Atlantes qui disparaissent sous les flots et que donc techniquement c'est le Disney qui compte le plus de morts à l'écran. Vu comme ça forcément c'est sûr. Et ensuite, un vrai langage atlantéen a été conçu pour plus de réalisme. Moi je croyais, je sais pas, je pensais qu'il était inspiré d'une langue ou quelque chose comme ça, je m'étais jamais posé la question, je vous avouerai. Il est l'œuvre du linguiste Marc Okrand. Il se lit de gauche à droite pour la première ligne, puis de droite à gauche pour la suivante, et ainsi de suite, donnant l'impression de couler comme de l'eau. Écoutez, si vous le saviez, tant mieux, mais là honnêtement, moi je l'ignorais complètement, et pourtant je suis vraiment fan d'Atlantide. Et on nous dit également que c'est le premier Disney à avoir un héros à lunettes et pas spécialement impressionnant. C'est vrai que clairement quand on passe derrière Shang, derrière John Smith et derrière par exemple Hercule, Milo il sortait un petit peu des sentiers battus et moi c'est ce que j'aime énormément chez ce personnage. J'aime beaucoup son physique, j'aime son côté un petit peu intello. Il représente une autre partie des gens. Il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas forcément ultra musclés, il y a beaucoup de gens qui portent des lunettes. Finalement Milo représente un petit peu toutes ces personnes là. Et après Atlantide, vous vous en doutez, je ne peux pas passer à côté de La Planète au Trésor. Vous savez, si vous me suivez, combien j'aime ce film. Et là, je crois que je vais dire toutes les anecdotes. Allez, c'est parti, on lit tous La Planète au Trésor. Alors ça, je savais pas du tout. Eh bien, vous avez donc Amélia la capitaine et le docteur Doppler, finissent ensemble, le chien et le chat, en gros, si vous voulez un petit peu, et ils ont à la fin des enfants, et en réalité, ça devait être donc le docteur Doppler, donc leur père, qui devait porter les enfants, et finalement, ils trouvaient que pour un jeune public, c'était un petit peu trop perturbant, donc finalement, la scène a été retirée, mais je trouve ça quand même, c'était quand même super novateur pour l'époque, ils étaient quand même en avance, à l'époque, on dirait comme ça, vous savez. C'est sorti en 2002 je crois, ouais, donc vraiment on dirait que c'est, il y a plus de 20 ans quoi. Ensuite on nous dit, et ça je l'ai appris grâce à ce livre, parce que vous en doutez, quand j'ai eu ce livre c'est mon père qui me l'a offert, et dès que j'ai eu le livre, j'ai regardé mes pages préférées, donc la première page que j'ai regardée c'était celle de La Planète au Trésor, et là on nous dit, je l'ignorais complètement, que une suite avait été prévue et que le scénario était prêt, et William Dafoe avait même été promis pour prêter sa voix aux nouvelles antagonistes de ce second volet, mais suite au résultat catastrophique de La Planète
planète au trésor au box-office, la suite a été annulée. Et franchement, de savoir ça, mais je regrette tellement qu'on n'ait pas eu une suite de la planète au trésor, ça aurait été tellement intéressant. J'aurais bien aimé avoir des retrouvailles entre Silver et Jim. Donc vraiment tellement déçue de savoir que ce film a été annulé, alors qu'en fait le scénario était déjà prêt, qu'ils avaient même déjà un acteur, donc vraiment c'est dommage. Passons quelques années et nous allons arriver au film de réponse en 2010. Et alors là, eh bien, je ne le savais pas, mais ils disent que le royaume de réponse est inspiré du mont Saint-Michel, le royaume de Corna, donc voilà, et la vallée cachée inspirée par Rocamadour. Donc comme quoi, vous voyez, hein, ça je l'ignorais complètement. On nous dit également qu'à la base, eh bien, Pascal était bleu et violet, mais que finalement il a fini vert pour que ça se voit mieux avec les cheveux et les vêtements de réponse. Ce qui finalement, oui, ça peut paraître assez logique étant donné qu'elle a sa robe qui est violette tout au long du film. Et on nous dit également que Walt Disney, eh bien, avait prévu de faire réponse en film, mais comme il avait déjà adapté le conte de Blanche-Neige, bref, finalement le projet est un petit peu tombé à l'eau. Mais à la base, eh bien, Walt Disney voulait effectivement créer un film sur réponse. Puis-je faire une vidéo sur les films Disney sans parler de la Reine des Neiges? Je ne crois pas. Et donc, eh bien, pour la Reine des Neiges, qu'est-ce qu'on nous raconte? Eh bien, on nous dit que les effets de lumière et des reflets ont nécessité énormément de travail. Et par exemple, eh bien, la scène où Elsa construit son palace, donc vous savez, donc dans la chanson à libérer, délivrer, eh bien, ça a nécessité 30 heures de calcul juste pour faire les effets. Pour 30 heures de calcul pour réussir à faire les effets, quoi. Pas pour les faire, juste pour réussir à se demander comment les faire. C'est hallucinant. Et ensuite, eh bien, ça, je pensais pas du tout. Mais Elsa, eh bien, a beaucoup plus de cheveux que réponse, comme quoi sa chevelure en comporte davantage, puisqu'elle comporte pas moins de 420 000 cheveux. Vous vous rendez compte, le travail d'animation, mine de rien, on réalise pas, hein, quand on voit le personnage comme ça, on se dit pas, tiens, elle a 420 000 cheveux. C'est énorme. Je m'arrête sur la page de Zootopie parce que cette anecdote me semble vraiment assez étonnante. Je sais pas si vous le saviez, mais on nous dit que dans Zootopie, donc le maire, comment il s'appelle, Léodore Lionheart, eh bien il est inspiré par Mufasa. Voilà, c'est pas parce que c'est un lion moi qui m'a fait penser à Mufasa, mais voilà, il a vraiment été inspiré du personnage de Mufasa du roi lion. Donc bah écoutez, je ne verrai plus jamais Lionheart de la même manière. Et on nous dit également que grâce au logiciel iGroom, eh bien la production a réussi à donner vie en fait de manière beaucoup plus réaliste aux personnages et surtout aux animaux, parce que c'est constitué entièrement d'animaux. Et là on nous met qu'il y a 2,5 millions de poils uniquement pour Nick, qu'il y a 9 millions pour la girafe et 480 000 pour une gerbille. Vous vous rendez compte quand même, 2,5 millions de poils pour Nick, c'est démentiel. Le travail d'animation est complètement dingue. Nous arrivons vers la fin des Disney et donc eh bien je ne pouvais pas passer quand même à côté d'Encanto où bien évidemment eh bien on nous dit que Mirabel est la première héroïne à porter des lunettes après Milo. Eh bien voici le tour de Mirabel et Mira eh bien en espagnol veut dire regarder, donc peut-être que Mirabel quand même c'est parce qu'elle porte des lunettes, voilà, ça serait pas improbable. Après la chanson La Famille Madrigal et la chanson Disney avec le plus haut débit de paroles de tous les temps. Ça je ne le savais pas du tout et donc ils disent un challenge brillamment relevé par Stéphanie Béatrice, donc et bien par du coup Camille Timmerman pour la version française. Et c'est vrai qu'il y a un sacré débit quand même, hein. Félicitations aux chanteuses qui incarnent ces personnages parce que ça doit pas être évident. Et ensuite pour terminer, avec tant de personnages d'une même famille, les illustrateurs ont utilisé un code couleur pour que les personnages se distinguent. Ceux du côté de Julieta et Augustine du coup portent des vêtements de couleur froide, tandis que ceux du côté de Peppa et Félix eh bien portent des vêtements de couleur chaude. Ça ne m'a pas aidé à identifier les personnages dans le film, je vous avouerai que la première fois que je l'ai vu j'étais complètement perdue au niveau des personnages, mais si j'avais su ça avant peut-être que j'aurais pu associer les couleurs froides et les couleurs chaudes pour mieux m'y repérer. Et pour terminer, eh ben terminons avec Avalonia puisque le livre est sorti avant la sortie de Wish, donc Avalonia est le dernier Disney du coup du livre. Et là on nous dit eh bien que les créatures ont été inspirées par des objets complètement aléatoires comme les transportasurus, je sais pas exactement, c'est ce qui leur permet de se transporter, qui ont été imaginés à partir de saucisses. Voilà, écoutez, hein, comme quoi les saucisses peuvent être inspirantes. Et la séquence où Searcher, Jagger et Ethan sont pourchassés par des créatures, et bien sur le décor virtuel mesurait 5 km. Vous imaginez travailler sur un terrain virtuel de 5 km? Moi déjà j'arrive à me perdre dans Dreamlight Valley, dans le château de la Belle et la Bête qui doit faire 10 mètres carrés, et eux ils travaillent sur un terrain de 5 km pour l'animation, ça doit être démentiel. Et bon voilà pour toutes les anecdotes Disney, le temps de les relever, ça m'a juste pris quand même 45 minutes, cette vidéo ne sortira jamais le 18 ou alors il faudra un miracle de Noël. Écoutez, si vous voyez le 18, n'hésitez pas du coup à laisser un commentaire en me disant que bah, là, vous l'avez vu le 18, ça sera incroyable vraiment, parce que vraiment, la sortie aura été compliquée. Dans les commentaires n'hésitez pas à me faire part eh bien, de détails comme ça concernant les films que vous pourriez connaître et qui nous intéresseraient tous, et également à me dire eh bien, si ces petites anecdotes vous ont appris certaines choses sur les films Disney. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt.